C'était un dimanche matin. Dans le quartier de Brooklyn, de la ville de New York, une mère de famille descend les escaliers d'un vieil immeuble en tenant par la main ses deux fils jumeaux âgés de 6 ans. La famille s'apprête à aller à l'église. Et alors qu'ils viennent tout juste de sortir du bâtiment, un bruit se fait entendre. 3 voitures viennent de s'écraser juste devant eux. Dans la confusion, la mère s'arrête, mais un des deux enfants lâche la main de sa mère et s'avance jusqu'au trottoir. Il aperçoit alors devant lui quelque chose rouler tout doucement jusqu'à lui avant que ça s'arrête à ses pieds. C'est la tête d'une petite fille. L'enfant se penche, essaye de lui parler, lui tend même la main pour essayer de la toucher, avant que sa mère lui attrape le bras brusquement pour l'éloigner de la scène. Cet enfant, c'était Joel Peter Whitkin. Vous m'avez peut-être déjà vu sur les réseaux parler de photographie, et depuis le début, une chose me ronge terriblement, c'est que le format court me limite beaucoup. Parce que bien que certains projets photographiques soient enclins entre guillemets à être résumés en quelques minutes, d'autres le sont vraiment pas. Et je me suis littéralement retenu pendant des mois sur TikTok de parler de certains projets photographiques parce que j'estimais que ces projets méritaient une vidéo à format long. Et c'est donc le cas du photographe dont on va parler aujourd'hui, qui est donc le photographe Joel Peter Whitkin. Et il y a énormément de choses à dire. C'est un photographe que je déteste, pour être honnête avec vous. Il a réalisé un très grand nombre de projets qui me dégoûtent, et qui ont été très mal reçus par la critique. Et vous verrez d'ailleurs dans cette vidéo que, pas forcément à cause des photographies en elles-mêmes, même si, vous allez voir que c'est également le cas, mais aussi surtout par rapport à d'autres choses, d'autres entre guillemets petits détails, je sais pas si c'est vraiment le bon terme, mais bon. Donc ouais, d'autres petits détails qui tournent autour de ces photographies dont on va parler dans cette vidéo aujourd'hui. Et c'est donc pour ça que la vidéo sera assez longue et elle sera découpée d'une manière à dérouler le fil de la manière la plus simple possible. Et si parfois vous tiquez un peu sur certains petits éléments, sachez que c'est normal. Avancez dans la vidéo, vous verrez que j'aurai volontairement omis certaines choses pour en parler plus tard. Sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de cette vidéo qui retrace une grande partie des travaux les plus dégoûtants du photographe le plus controversé du XXe et du XXIe siècle. Joel Peter Whitkin est né le 13 septembre 1939 à Brooklyn, dans la ville de New York aux États-Unis. Son enfance sera donc marquée par ce traumatisme violent causé par l'incident de la petite fille, qui, je le rappelle, est survenu alors qu'il était seulement âgé de 6 ans. Malgré le traumatisme, ça l'empêchera pas d'aller à l'école, mais il sera décrit par son entourage comme quelqu'un de très solitaire et de très introspectif. Et il sera dans un premier temps un peu plus intéressé par d'autres types d'art, comme la peinture et la sculpture. Autour des années 1960, il fréquentera alors l'université de la Cooper Union for the Advancement of Science and Art et obtiendra son Bachelor of Arts en peinture et en sculpture. Avant de pouvoir poursuivre son master, ses études seront stoppées brièvement, parce que, comme beaucoup de jeunes de son âge, il sera appelé au sein de l'armée américaine en raison de la guerre du Vietnam. Et son talent artistique lui vaut d'être affecté à un rôle plutôt particulier, celui de photographe militaire chargé de documenter la guerre. Je vais volontairement skipper la partie de sa vie lors de la guerre du Vietnam et on en reparlera bien plus tard dans la vidéo pour plusieurs raisons que vous comprendrez plus tard. Tout ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est cette période qui va faire que Joel Peter Whitkin va s'intéresser de manière beaucoup plus approfondie à la photographie. En rentrant aux États-Unis, il décidera de s'installer dans la ville d'Albuquerque, dans l'état du Nouveau-Mexique, qui est un état qui est justement situé juste au-dessus de la frontière entre les États-Unis et le Mexique. Et si je vous dis ça, c'est pas juste pour poser le contexte. Vous allez peut-être réussir à deviner vous-même ce que ça implique, mais en tout cas, croyez-moi, le fait qu'il se soit basé au Nouveau-Mexique est beaucoup plus important que vous l'imaginez. Mais genre, beaucoup plus. C'est donc dans cette ville qu'il y fera alors ses premiers projets photographiques, et lui, ce qui l'intéresse, c'est ce qui sort de la norme. Il prend plaisir à photographier ce qui est marginalisé, notamment quand il s'agit de caractères physiques et corporels très distincts. Il photographiera alors notamment des personnes atteintes de nanisme, des personnes difformes et certaines identités sexuelles comme les personnes transgenres ou intersexes. Cela donnera naissance à certaines photographies assez connues, telles que Siamese Twins, qui est donc cette photographie.
où on y voit donc 2 sœurs jumelles siamoises. On peut aussi remarquer que les photographies ont l'air très abîmées, voire même brûlées. Et ça, c'est un style très récurrent chez Joel Peter Witkin, qui aimait beaucoup manipuler les pellicules et le tirage final pour donner cet effet très détérioré. Ça sera donc ça, la majorité de ses travaux durant cette époque. Il se focalisera beaucoup sur les corps jugés comme anormaux, comme sur Woman in a Blue Hat, montrant une femme atteinte de nanisme, ou encore Woman on a Table, qui est une photographie montrant une femme au corps difforme sur une table. Elle porte un masque censé représenter une forme de beauté et créer donc un contraste avec la difformité de sa colonne vertébrale. Mais c'est sans évoquer la photographie qui, je trouve, est déjà une des plus dérangeantes, du moins pour cette période de la carrière de Joel Peter Witkin, qui n'en est qu'à ses débuts. Et cette photographie, la voici. Mother and the Child nous montre donc, comme son nom l'indique, une mère et son enfant, mais la mère y est représentée d'une manière dérangeante. Elle y porte un écarteur de bouche, ce qui donne au visage un aspect distordu, presque inhumain, et rompt directement avec l'image idéalisée et rassurante de la maternité. La tension de l'innocence représentée par l'enfant et la monstruosité de la mère provoquent un véritable malaise et créent une image qui possède un contraste très puissant visuellement. C'est ça, le travail de Joel Peter Witkin. Il veut avoir une esthétique repoussante. Il cherche à ce que les personnes qui regardent sa photographie soient dérangées. Mais c'est pas juste du dérangeant pour faire du dérangeant. Il y a toute une logique derrière cette esthétique. Mais pour bien comprendre ce que Joel Peter Witkin cherche à faire avec ses photographies, il faut déjà connaître un concept central, un concept qui dicte littéralement l'intégralité de la carrière de Joel Peter Witkin, le grotesque. Le grotesque, dans l'art et la culture, c'est une esthétique qui joue sur une tension permanente entre ce qui est considéré comme beau et ce qui est considéré comme laid, ce qui est apaisant et repoussant, ou encore ce qui est normal et anormal. Et en fait, ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que le grotesque ne choisit jamais un camp. Il ne va ni complètement vers l'un, ni complètement vers l'autre. Il se situe pile dans la collision entre les deux, de manière à provoquer les deux réactions opposées en même temps. Cette esthétique a grandement été popularisée dans le monde de la photographie par la photographe très iconique et très importante pour l'histoire de la photographie, Diane Arbus. Et pour mieux comprendre cette esthétique, voici un exemple. Si cette photographie de Diane Arbus vous met légèrement mal à l'aise de manière très subtile, et que votre cerveau ne sait pas trop s'il doit trouver cette photo jolie ou inquiétante, et bah c'est typiquement ce qu'est le but du grotesque. Car oui, on y voit 2 petites filles bien habillées, dans un contexte qui a l'air familial et donc rassurant, dans un décor propre et neutre, mais en même temps, il y a un malaise subtil. Ces 2 filles sont identiques, trop identiques, mais en même temps, elles ne le sont pas à 100%. L'une sourit légèrement, pendant que l'autre semble plus triste, voire même hostile. En tout cas, leurs visages n'ont pas la même énergie. Il y a un contraste, une sorte de décalage, et comme le grotesque le veut, on est pris entre 2 opposés. On ressent à la fois de la tendresse de par ces 2 enfants, mais à la fois une inquiétante étrangeté à cause de leur symétrie presque parfaite et dérangeante. Si vous voulez un exemple qui est encore plus puissant visuellement, et où du moins le grotesque y est bien plus poussé à première vue, on peut également citer cette autre photographie, toujours de Diane Arbus. Cette photographie, intitulée A Jewish Giant at Home with His Parents in the Bronx, nous montre un homme anormalement grand, ce qui rend immédiatement l'image qualifiée de hors norme. Il est debout dans un salon, un espace qu'on peut donc qualifier de très ordinaire et chaleureux. Ses parents sont devant lui, bien plus petits et entre guillemets normaux. Ici donc, la tension et l'opposition qui créent le grotesque est très facilement remarquable. On a l'extraordinaire, causé par la taille difforme du fils, et l'ordinaire, qui est créé par la maison et les parents. On peut aller encore plus loin en y voyant toujours plus d'opposés, comme la beauté et l'étrangeté, la normalité et la déformation, etc., etc. C'est ça, le grotesque. Et je trouve ça super intéressant. Déjà parce que je trouve l'effet psychologique hyper subtil que ça crée terriblement efficace, mais aussi parce que c'est un outil artistique qui est très puissant,
pour notamment dénoncer les normes que la société nous a imposées. Le grotesque est par ailleurs très intimement lié au concept d'unheimlich, désolé pour ma prononciation, de Freud, qui signifie littéralement en français non familier. Mais cette traduction très littérale ne rend pas complètement compte du sens psychologique que Freud lui donne. En allemand, heimlich signifie à la fois familier, intime ou secret. Ainsi, unheimlich ne veut pas simplement dire son contraire, donc étranger ou non familier, mais veut plutôt dire quelque chose qui devrait à première vue être familier et rassurant, mais qui devient soudain étrange ou inquiétant, de par un contraste très dérangeant mais subtil. Si vous rentrez chez vous après une longue journée de travail, que tout semble parfaitement normal, mais que vous remarquez qu'un livre qui était posé sur une table avant que vous partiez n'est plus au même endroit, c'est le concept d'unheimlich. Vous avez le rassurant, causé par votre maison, et son opposition, l'inquiétant, parce que votre livre a changé de place. Le grotesque, donc, c'est un peu la représentation artistique de ce concept, en y incluant des éléments qu'on peut qualifier de familiers et rassurants, à des éléments inconnus et inquiétants. Bon voilà, on en a fini avec les trucs un peu techniques, j'espère que ça n'a pas été trop chiant. Mais du coup, pour en revenir à Joel Peter Witkin, maintenant qu'on connaît ce concept et cette esthétique, on se rend compte de la véritable profondeur de ces travaux dont j'ai parlé auparavant dans la vidéo. Mother and a Child, c'est complètement du grotesque, et du grotesque qui, en plus de ça, est particulièrement bien réalisé. Et si vous vous amusez à retourner en arrière dans la vidéo et à re-regarder les photographies de Joel Peter Witkin que j'ai montrées, et bah vous allez tout de suite beaucoup mieux comprendre ce qu'il a cherché à faire. Sauf qu'il y a un problème. C'est que Joel Peter Witkin va pousser cette esthétique à son extrême. Bon, là on rentre dans la partie de la vidéo où tout va partir un peu plus en couille, donc je tiens vraiment à encourager les personnes les plus sensibles à ne pas continuer cette vidéo. Parce qu'on va parler de trucs vraiment craignos et de photographie que j'ai moi-même beaucoup de mal à regarder. Je vous invite d'ailleurs, si vous souhaitez me soutenir, à partager cette vidéo, à en parler autour de vous, je sais pas, mais voilà, il y a vraiment moyen que YouTube n'aime pas trop cette vidéo et limite beaucoup son exposition. Mais voilà, je tenais à parler de ce photographe qui me troque dans le crâne tellement je me pose de questions sur lui. Donc voilà, n'hésitez pas. J'espère que la suite de la vidéo vous plaira. That I have to convince them to be photographed, and I am not going to exploit them. I'm going to present them in a way that's very, very beautiful, in a way that's they've never been photographed or pictured. À partir de ce moment-là, Joel Peter Witkin va donc littéralement faire exploser toutes les limites. Le grotesque, qu'on a vu jusqu'ici comme un outil très subtil et assez intelligent, et bah, il va l'emmener dans quelque chose de beaucoup plus brutal, en créant des photographies qui ne se contenteront pas, comme on l'a vu juste avant, d'être subtilement dérangeantes, mais d'être carrément insupportables à regarder pour une grande partie du public, et là, c'est vraiment le moment où tout va prendre une autre tournure. C'est notamment le cas d'une photographie que je ne vais pas montrer, et que je vais me contenter de décrire, et je pense que c'est déjà beaucoup, où on y voit donc un homme quasiment à quatre pattes, avec un chien en érection derrière lui de manière très explicite. Ouais bon, je pense que vous commencez à voir un peu où ça va aller, et pour ceux qui connaissent cette photographie, oui, j'ai omis beaucoup de détails de celle-ci, mais tout simplement parce que je ne veux pas m'attarder dessus. Et je vais être honnête, c'est un aspect de sa carrière que j'aurais préféré éviter. Mais bah, je peux pas juste faire semblant que ça n'existe pas, donc je préfère le dire assez rapidement et passer vite à autre chose. Mais il y a quand même une partie non négligeable de son travail qui met en scène des animaux, souvent associés à la sexualité ou à la mort. Mais c'est donc maintenant qu'on va parler de son projet le plus connu et surtout le plus controversé et qui va littéralement marquer un tournant dans sa carrière et dans cette vidéo, et vous allez très vite voir pourquoi. Laissez-moi donc vous parler de The Kiss. Cette photographie va être à l'origine de toute la controverse du travail de Joel Peter Witkin, et ça là, ce sera que le début de la longue descente aux enfers de ses différents travaux. The Kiss nous montre à première vue, comme son nom l'indique, une scène montrant un baiser. Mais là où The Kiss devient vraiment dérangeante, c'est quand on regarde cette image d'un peu plus près et qu'on commence à comprendre comment cette image a été réalisée. Parce que non, ce que vous voyez là, ce n'est pas un mannequin, ce n'est pas de la sculpture ou quoi que ce soit. The Kiss a été réalisé à partir d'une véritable tête humaine, une tête provenant d'un cadavre réel. Cette tête humaine aurait été manipulée et découpée en deux verticalement sur la moitié de celle-ci pour ensuite pouvoir la rassembler face à face.
de manière à créer l'illusion d'un visage qui s'embrasse. On arrive donc dans le tournant de cette vidéo. Joel Peter Witkin utilisera pour la majorité de ses prochaines photographies des cadavres ou des restes humains. Mais du coup, en voyant ça, évidemment, plusieurs questions se posent. Pourquoi faire ça? Pourquoi utiliser un cadavre réel? Pourquoi aller aussi loin? Et c'est là qu'on touche au cœur du travail de Joel Peter Witkin et de sa controverse. Joel Peter Witkin est obsédé par les oppositions. On en revient donc au grotesque, mais toute sa carrière repose presque uniquement sur ça. Il adore prendre deux choses totalement incompatibles et les forcer à coexister dans la même image. Et c'est ce qu'on voit ici, l'amour et la mort. Deux idées foncièrement incompatibles. Et à partir de ce moment-là, Witkin ne se contente plus de représenter le grotesque, mais il le pousse directement dans sa forme la plus extrême. Parce qu'il ne photographie plus seulement ce qui est marginal ou dérangeant, il utilise directement la mort comme matière première. Cette photographie a créé une controverse folle aux États-Unis au début des années 80 quand elle est sortie. Déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans le cas précis de The Kiss, la tête aurait été fournie par une institution liée à des études médicales, et donc la tête n'aurait pas été découpée par Joel Peter Witkin lui-même, mais par quelqu'un d'autre qui l'aurait déjà préparée pour une étude scientifique. Witkin aurait donc en gros profité de l'occasion pour pouvoir réaliser sa photographie en toute légalité. Le truc, c'est que après The Kiss, une grande partie de la population américaine sera véritablement bouleversée par cette œuvre, la qualifiant de scandaleuse et d'immorale. Et donc, à cause de ça, plusieurs institutions américaines et personnes du milieu académique ne voulaient plus voir Witkin travailler avec des préparations anatomiques en raison de la nature de ses photographies. Il aurait été littéralement déclaré en tant que persona non grata, qui signifie littéralement en latin « personne non désirée », et qui est un statut que les institutions donnent à une personne qui n'est plus le bienvenu. Qu'on refuse sa présence ou sa collaboration, c'est pas une sanction légale ou criminelle, mais plus une manière officielle de montrer qu'on rejette cette personne pour des raisons éthiques, professionnelles ou sociales. Le truc, c'est que faire des photographies avec des cadavres aux États-Unis à l'époque, c'était certes légal, mais c'est surtout extrêmement galère. Il fallait que le corps provienne d'une institution médicale et que cette même institution médicale ait eu le consentement du défunt ou de la famille du défunt pour être utilisé à des fins de dissection ou de recherche. Sachant que ça, là, je suis pas sûr que c'est un cas de dissection ou de recherche. De plus, les institutions pouvaient totalement se réserver le droit de refuser une demande, notamment pour une question d'éthique. Ce qui fait que tout ça, plus les institutions qui voulaient déjà plus vraiment collaborer avec Joel Peter Witkin, ça va faire que ça va devenir extrêmement compliqué pour lui de pouvoir réaliser ses œuvres dans un cadre légal. Sauf que Joel Peter Witkin a une solution. Vous vous rappelez quand on a parlé du fait qu'il a emménagé au Nouveau-Mexique au début de la vidéo ? Quand je vous ai révélé ça, j'ai volontairement précisé que c'était pas justement une information anodine. Et pour preuve, si Joel Peter Witkin a décidé de se baser au Nouveau-Mexique, État américain se situant juste au-dessus de la frontière avec le Mexique, c'est tout simplement pour une raison logistique. Les allers-retours entre les deux pays seront beaucoup plus pratiques. Et pourquoi Joel Peter Witkin fera des allers-retours entre ces deux pays ? Eh bah, je pense que vous l'avez sans doute deviné, mais oui, la législation pour obtenir des cadres au Mexique est extrêmement laxiste. Il va donc pouvoir à partir de ce moment-là faire un peu ce qu'il voudra, et je vais faire un nouveau disclaimer parce que je vais parler de trucs encore pires que tout ce dont j'ai pu parler depuis le début de la vidéo. Maintenant que c'est fait, voici donc la suite de ces travaux. Il réalisera donc un très grand nombre de photographies, tous plus graphiques que les autres, comportant des cadavres d'humains et ou d'animaux. Et d'ailleurs, quelque chose que j'ai volontairement pas vraiment dit depuis le début de la vidéo pour pouvoir justement en parler maintenant, c'est que Joel Peter Witkin avait aussi un aspect très sadomasochiste qu'il aimait beaucoup retransmettre dans ses photographies, ce qui est juste peut-être un peu bizarre pour certains de base, devient extrêmement perturbant quand il est réalisé sur des corps inanimés. Je pense notamment à une photographie en particulier, et je vais laisser Joel Peter Witkin vous la présenter. Testicle stretch with the possibility of a crushed face, 1982.
qui est une photographie que je montre volontairement en mauvaise qualité pour pas que vous voyez tous les détails, mais où on y voit donc un homme attaché sur une planche avec une corde serrant et reliant ses testicules à un poids situé juste au-dessus de la tête de l'homme, ce qui suggère donc la mort de l'homme si jamais la tension se relâcherait. Mais maintenant, il y a un détail extrêmement important que j'ai toujours pas dit, parce que c'est probablement l'aspect le plus dérangeant de ces photographies, parce que oui, on a vu comment il s'en est pris aux États-Unis pour obtenir ses corps, comment il a fait pour obtenir la tête pour faire The Kiss, mais comment ça se passe au Mexique? D'où viennent ces corps? C'est le truc le plus dérangeant dans tout ça. C'est vraiment le truc qui m'a cassé le crâne quand j'ai fait des recherches sur ça, parce que la réponse, elle est extrêmement simple. Elle est beaucoup trop simple pour la gravité de la question. On ne sait pas. On ne sait pas. Si vous faites des recherches sur Internet, vous verrez littéralement tout et son contraire. Mais vous ne trouverez littéralement aucune trace, aucune preuve concrète de la provenance de ces sujets. Et le fait de ne pas savoir, d'être dans le flou, est 100 fois plus négatif que positif. Déjà parce que le flou sur la provenance des corps, ça crée automatiquement un flou sur le consentement du défunt et de la famille du défunt. Donc concrètement, ce qu'il se passe quand vous observez une photographie de cette période de la carrière de Joel Peter Witkin, vous voyez un corps dont on ne sait pas comment il est décédé, on ne sait pas si lui ou sa famille ont accepté d'être utilisé à des fins artistiques et on ne sait pas s'il y a eu un consentement d'être manipulé et d'être mis en scène dans des contextes religieux et ou sadomasochistes. C'est chaud. C'est très très chaud. Il y a également des rumeurs à droite et à gauche qu'il aurait apparemment dans certains cas payé des employés de morgue au Mexique pour lui donner accès à ces morgues, ce qui a fait naître à l'époque encore plus des soupçons de pratiques un peu border et illégales, mais en même temps, comme tout ce qui tourne autour de ce mec, on n'a aucune preuve de ce qui est vrai ou faux. En tout cas, une chose est sûre, qu'on le veuille ou non, et comme on l'a vu au tout début de la vidéo, Joel Peter Witkin n'a pas eu une vie facile. L'incident de la petite fille, dont j'ai parlé au tout début de la vidéo, qui bien sûr ne justifie en aucun cas ce qu'il a pu faire par la suite, toujours est-il que c'est sans doute ce traumatisme qu'il a vécu en tant qu'enfant qui a conditionné son art. Voir la tête d'une petite fille découpée en deux rouler à tes pieds, alors que t'es seulement âgé de 6 ans, je pense qu'on peut dire que tu as besoin d'un suivi psychologique. Et ça, pour le coup, l'incident, on sait que c'est vrai. C'est même cité sur sa propre page Wikipédia et... Attendez, l'incident n'a jamais eu lieu? L'incident n'aurait apparemment jamais eu lieu. Joel Peter Witkin aurait inventé ça de toutes pièces. C'est ce que déclare sa famille. Déjà, comme énormément de choses qui tournent autour de Joel Peter Witkin, il est vrai qu'il n'existe absolument aucune preuve d'un tel incident, ce qui est extrêmement bizarre pour l'ampleur de l'incident. Pas un seul témoin, pas un seul article de journaux, personne d'autre que Joel Peter Witkin a parlé de cet incident. Même son frère jumeau, qui aurait vécu cet incident aux côtés de Joel Peter Witkin, n'en a jamais parlé. On va en reparler d'ailleurs de son frère jumeau à la toute fin de la vidéo, notamment par rapport à la relation qu'il a avec son frère, mais vous verrez qu'il y a vraiment des éléments qui nous confortent à l'idée qu'il y a vraiment des choses étranges qui tournent autour de Joel Peter Witkin. Le truc, c'est que la première chose que vous verrez en cherchant le nom de Joel Peter Witkin sur Google, c'est cet incident, utilisé comme point de départ, presque comme justification pour son art, mais ce serait absolument faux. Et il s'agirait plus d'un cas de mythologisation autobiographique, un récit que l'artiste utilise pour expliquer symboliquement son œuvre, plutôt qu'un fait historique vérifié. C'est vraiment le truc qui m'a conforté à l'idée qu'en fait, Joel Peter Witkin est une personne beaucoup trop énigmatique. Il y a beaucoup trop de flou qui tourne autour de lui, et avoir autant de flou sur une personne qui photographie des morts, c'est particulièrement dérangeant. Je pense que la moindre des choses, si tu es dans ce chemin artistique pour des raisons qui sont censées être nobles, c'est justement d'être le plus transparent et de prouver le plus possible que ta manière de procéder est éthique, vérifiable et bienveillante. Et pas que chaque élément qui entoure ta personne soit entouré de flou et d'éléments qui se contredisent constamment. Maintenant, parlons de la guerre du Vietnam. Je vous avais dit au tout début qu'on en reparlera bien plus tard dans la vidéo, et ça pour une bonne raison. Sur internet, lorsque vous faites des recherches, vous verrez littéralement partout qu'il aurait été envoyé au Vietnam en tant que photographe de guerre chargé de documenter la guerre, et que c'est cette autre expérience traumatisante, le fait de devoir photographier des de soldats morts pour la propagande américaine, qui aurait conditionné la suite de ses travaux dans la photographie. C'est écrit littéralement partout, et ça a l'air d'être vrai. Même avec des recherches approfondies, il y a
aucune trace qui suggère que ce passage de sa vie soit faux. Mais j'ai décidé d'en être sûr et de chercher par moi-même s'il s'agissait encore une fois d'un autre mensonge, jusqu'à ce que je tombe sur ça. Un documentaire d'une durée de 2 heures comportant des interviews avec Joel Peter Witkin. Je suis donc très intéressé, me disant qu'il évoquera sans doute cette partie de sa vie dedans, jusqu'à ce que je me rende compte que ce documentaire est un lost media. C'est pas une blague, en fait ce documentaire tu pouvais l'acheter en 2013 sur ce site qui a fermé peu après et qui n'est donc plus retrouvable, si ce n'est sous forme de courts extraits sur YouTube ou d'une bande-annonce de 30 minutes postée directement par le réalisateur du documentaire en question. Mais déjà, j'ai regardé, et dans cette bande-annonce, aucun moment sur le passage de sa vie avec le Vietnam n'est évoqué. Et deuxièmement, le documentaire de 2 heures, lui, il est toujours introuvable. Jusqu'à ce que je me rende compte qu'en réalité, le documentaire a déjà été retrouvé. En fait, le réalisateur du documentaire en question a accepté de l'upload gratuitement plus de 10 ans après la sortie de celui-ci, suite à la demande de plusieurs personnes. Je vais également pas donner le lien de celui-ci, vu que j'ai l'impression que l'auteur du documentaire en question ne serait pas très d'accord avec ça. Tout ça pour dire que j'ai regardé l'entièreté du film, et à absolument aucun moment ça ne parle du passage de la vie de Joel Peter Witkin avec la guerre du Vietnam. Ce qui est super bizarre parce que c'est censé être le début de l'intérêt de Joel Peter Witkin pour la photographie. C'est censé être un élément super important de sa vie. Un peu désespéré, je me mets à regarder la chaîne YouTube du réalisateur du documentaire, jusqu'à ce que je tombe sur ça. Une scène coupée dans laquelle Joel Peter Witkin parle de son service avec l'armée et du Vietnam. Et voici donc la vérité. From 1961 to 1964, you served in Vietnam. Can you tell me That's how- wrong. Okay. That's wrong. I got that misinformation. C'était faux. Joel Peter Witkin n'a jamais posé les pieds au Vietnam. Il s'est cependant bel et bien engagé à l'armée. Il y fera un bootcamp qui est en gros une formation obligatoire avant de rejoindre l'armée, où on y travaille la discipline, le tir, l'endurance, l'obéissance et la survie. Il réussira ce camp d'entraînement et sera envoyé dans 2 bases militaires différentes pour y travailler dans une unité photo mobile. Là-bas, il développera des films, traitera des images venant de drones de reconnaissance, et c'est tout. Il n'ira jamais au Vietnam, il ne sera jamais sur le terrain et il photographiera encore moins le corps des défunts soldats américains. Tout ça, c'est une fausse information qui circule énormément sur internet. Il révélera tout de même qu'à cette époque, il avait envisagé de se porter volontaire pour le Vietnam, afin de justement espérer faire des photographies sur des scènes de combat. Mais ça ne s'est jamais concrétisé. Pourquoi il y a autant de fausses informations qui circulent sur ce mec ? Et en plus, pour le coup, je pense qu'il faut quand même lui donner ça. Ici, ça a l'air quand même d'être contre son gré. Il recadre directement le journaliste en révélant que c'est une fausse information et en disant ensuite la vérité. C'est un peu comme si Internet cherchait à quelque part excuser l'origine de ses créations photographiques en justifiant et en contextualisant toute sa carrière le plus possible, quitte à relayer de manière excessive des informations qui sont en réalité totalement fausses une fois qu'on creuse un peu. Si vous vous demandez ce que Joel Peter Witkin fait maintenant, premièrement, sachez qu'il est toujours vivant. Il révèle dans une interview assez récente de 2022 qu'il a pris sa retraite, qu'il a fait tout ce qu'il pouvait avec ce qui lui est arrivé dans sa vie et qu'il est fier de ce qu'il a créé. Son travail continue d'être régulièrement exposé à travers le monde et d'ailleurs si vous voulez un truc un peu drôle, entre octobre 2022 et décembre 2022, son travail a été exposé en France, à Rambouillet dans le 78, et ça a été stoppé après des protestations de la part des habitants de la ville qui parlaient de blasphème et de diffusion d'images jugées bien trop choquantes et offensantes. On serait apparemment le seul pays à avoir réagi de cette manière et il en aurait été très surpris. Pour ce qui est de son frère, sachez qu'il a lui aussi une carrière artistique et est devenu peintre. Il fait d'ailleurs des créations que je trouve particulièrement jolies. Il aurait aussi enseigné dans certaines universités d'art et semblerait, selon beaucoup de ses élèves, ne pas être en très bons termes avec son frère. Ce qui, pareil, en vrai, on sait pas vraiment, car en 2015, ils auraient fait une exposition ensemble, donc peut-être que leur relation se serait améliorée entre temps, on n'en sait rien. Je sais pas si vous aussi vous ressentez cette sensation un peu de vide, cette sensation où vous ne savez pas réellement quoi penser. Il y a vraiment des éléments super importants ou même des petits détails dont on a besoin d'en avoir les réponses, mais on n'en a pas. Parce que artistiquement, avoir envie de provoquer, avoir envie de choquer et déranger pour exprimer certaines idées, pourquoi pas ?
Mais quand tu travailles avec des corps humains, avec la mort, avec des gens qui n'ont plus la possibilité de dire non, la moindre des choses, c'est d'être irréprochable sur la transparence. Et ça, avec Joel Peter Witkin, on l'a jamais vraiment eu.